La garde à vue d'Alexandre Benalla, proche d'Emmanuel Macron, se poursuit donc ce soir. Ce chargé de mission à l'Élysée est dans la tourmente depuis la révélation des vidéos qui le montrent en train de frapper des manifestants. Mais il est aussi rattrapé par d'autres agissements. Loïc Besson, vous êtes à la police judiciaire pour BFM TV. Sur quel point précisément Alexandre Benalla est-il interrogé ? Il est entendu ici par les enquêteurs pour 4 motifs, 4 raisons. La première, ce sont ses gestes, puisque vous l'avez dit, on le voit sur au moins 2 vidéos s'en prendre très violemment à 2 personnes lors des manifestations du 1er mai à Paris, d'où son placement en garde à vue pour le chef de violence en réunion par une personne chargée d'une mission de service public. Car Alexandre Benalla est seulement chargé de mission pour l'Élysée. Alors comment expliquer qu'il portait à ce moment-là un brassard de police? Comment expliquer également qu'il arborait un casque appartenant aux forces de l'ordre? C'est là-dessus qu'il va devoir s'expliquer. On sait qu'une plainte a déjà été déposée par un syndicat de police pour usurpation de fonctions et port illégal d'insignes. Et puis autre volet plus récent pour lequel ce collaborateur de la présidence de la République est entendu ici par les enquêteurs, c'est la complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection, parce qu'il y a 2 jours, lorsque l'affaire a commencé à sortir, Alexandre Benalla s'est procuré un extrait de vidéosurveillance de la ville de Paris sur lequel il apparaît. Or, il n'était pas accrédité pour ça. Il n'avait aucune raison de voir un jour ces images, des images qui lui ont été fournies par 3 fonctionnaires de police. Ils ont été suspendus à titre conservatoire. Alexandre Benalla qui n'est pas le seul, Loïc, qui n'est pas le seul protagoniste à être entendu. Oui, puisque dès hier soir, le directeur de cabinet du président de la République a été entendu ici même comme témoin en audition libre, toujours dans le cadre de cette enquête préliminaire ouverte par le parquet. C'est lui qui avait autorisé Alexandre Benalla et son collègue Vincent Kras, gendarme réserviste, qui est lui salarié de la République En Marche, mais qui intervenait ponctuellement pour le compte de l'Élysée. Ils ont été autorisés à se rendre auprès des forces de l'ordre ce 1er mai en tant qu'observateurs. C'est également ce directeur de cabinet qui est à l'origine de la mise à pied de 15 jours d'Alexandre Benalla et de son collègue. Et c'est encore lui qui a décidé de mettre fin à la collaboration avec ce gendarme réserviste et qui a décidé de continuer à travailler avec Alexandre Benalla. Merci beaucoup Loïc Besson avec Anaïs Krout. C'est sous la pression. L'Élysée a fini par lâcher ce matin son chargé de mission. Alexandre Benalla va donc être licencié. Fanny Regnault avec Maya Anaïs-Yatagen. Alexandre Benalla est finalement licencié. L'Élysée a annoncé aujourd'hui avoir pris cette décision suite à des faits nouveaux découverts par la présidence de la République. Alexandre Benalla a été le destinataire d'un document appartenant à la préfecture de police de Paris, document qu'il n'était pas autorisé à détenir. Un document qui avait pour but de prouver son innocence, à savoir des images de vidéosurveillance de la ville de Paris. Des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire. 3 policiers ont d'ailleurs été suspendus à titre conservatoire pour avoir extrait ces images et les avoir transmises à Alexandre Benalla. L'Élysée l'affirme, ce sont bien ces faits nouveaux et non l'incident du 1er mai qui ont conduit au licenciement. À l'époque des faits, Alexandre Benalla avait été convoqué par le directeur de cabinet du président de la République qui lui avait notifié une sanction disciplinaire, 15 jours de suspension de salaire et un changement d'affectation. Emmanuel Macron, qui était au courant des faits, a visionné a posteriori la vidéo des violences et jugé la sanction appropriée. Selon le porte-parole de l'Élysée, il s'agissait là d'un dernier avertissement avant licenciement. La présidence de la République passe manifestement à la vitesse supérieure, un licenciement cependant sans effet immédiat, afin que le droit du travail soit respecté. Emmanuel Macron a donc mis 36 heures à lâcher Alexandre Benalla. Benalla licencié 2 mois et demi après les faits. Bonsoir Virginie Leguet. D'abord, que révèle cette affaire Benalla du système élyséen, du mode de fonctionnement d'Emmanuel Macron? Moi, je dirais qu'il n'a pas mis 36 heures à le lâcher, il a mis 2 mois et demi. Et que la différence est très importante parce qu'il a mis 2 mois et demi alors que les faits sont connus. Alors je ne dis pas qu'ils étaient connus par Emmanuel Macron, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils étaient connus par le directeur de cabinet de l'Élysée depuis 2 mois et demi. Donc soit ils n'ont pas jugé, jaugé suffisamment correctement la gravité des faits, soit ils se sont dit c'est assez grave mais il est très important pour nous parce qu'il nous accompagne dans notre vie quotidienne, dans tous nos déplacements parce qu'on le voit partout. On l'a vu faire du vélo avec Emmanuel Macron, aller au ski. Donc soit on en a vraiment besoin, on ne peut pas non plus s'en séparer.
je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, parce que ça a dû se décider dans un petit cénacle de responsables à l'Élysée, mais il n'a pas mis 36 heures, il a mis 2 mois et demi à le lâcher, et il le lâche sous la pression, j'allais dire un peu dans la panique et un peu dans le chaos de ces 2 jours qui viennent de se dérouler sous nos yeux, avec des révélations nouvelles quasiment chaque heure. Hugo Bernalicis, comment vous expliquez, vous, cette indulgence du côté de la France Insoumise ? Écoutez, à ce jour, à cette heure, je ne l'explique pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que M. Benalla a rendu d'autres services à Emmanuel Macron à d'autres moments qui font qu'il avait envie de le protéger? Est-ce que c'est parce que effectivement c'est un élément clé du dispositif? Enfin, tout ça est très étrange. Vous savez que les éléments tombent minute après minute, qu'on a appris qu'il avait un logement un peu particulier, qu'il avait une rémunération un peu particulière, qu'il avait été proposé au poste de sous-préfet pour un jeune de 26 ans. Moi, j'aimerais beaucoup être proposé au poste de sous-préfet au même âge. Bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont étranges dans cette histoire. Donc ça révèle effectivement que le système Macron est en réalité très jupitérien et que dès qu'on est proche du pouvoir, on a accès à des choses que les citoyens lambda n'ont pas accès. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que nous, l'objectif n'est pas de se focaliser sur M. Benalla. J'ai envie de dire que son sort est réglé maintenant, mais bien quelle est la chaîne de responsabilité qui fait qu'on en arrive à ce genre d'événement. Alors on va effectivement y revenir dans un instant. Avant cela, on va voir justement les avantages dont bénéficiait ce fidèle d'Emmanuel Macron avec Stéphanie Zenati. Il faisait partie de ces hommes de confiance du président. Son premier cercle, ses collaborateurs les plus proches, de là à dire que cette proximité lui aurait permis de bénéficier d'un traitement de faveur de l'Élysée. Beaucoup s'interrogent dans l'opposition. D'abord parce qu'après avoir frappé des manifestants le 1er mai dernier, Alexandre Benalla est simplement mis à pied pendant 2 semaines et démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une sanction minime, jugent certains, et peu efficace car dans les faits, rien ou presque ne change. Après 15 jours d'interruption, il revient sur le terrain et fait notamment partie du dispositif de sécurité lors de la panthéonisation de Simone Veil. Il est également présent le 14 juillet lors du défilé militaire et participe aussi à la descente des Champs-Élysées par les Bleus lundi dernier, un événement qu'il aurait voulu chapeauter selon nos informations dès l'arrivée de l'avion des joueurs sur le tarmac de Roissy, des méthodes qui lui ont valu une légère altercation verbale avec un gendarme. Dans son quotidien, Alexandre Benalla profite aussi des avantages de la présidence. Depuis le 9 juillet dernier, soit bien après les faits qui lui sont reprochés, il a emménagé dans un appartement du Quai Branly, une dépendance de l'Élysée. Il disposait également d'une voiture de fonction, une Renault Talisman équipée d'un gyrophare pour ses déplacements professionnels. Autant d'avantages et une confiance presque aveugle du chef de l'État. Il n'a toujours pas dit un mot sur cette affaire. Emmanuel Macron n'a toujours pas dit un mot sur cette affaire. Bernard Sananès, est-ce qu'il doit sortir du silence, le président? Il devra évidemment le faire parce que pour l'instant, l'Élysée a agi beaucoup trop tard et les dirigeants de la majorité ou le porte-parole de l'Élysée ont parlé trop tôt. Il y a toujours un risque en matière de communication dans ces affaires, c'est de parler quand il y a encore des rebondissements. Et vous parlez, vous concédez quelques informations et puis le lendemain, vous êtes surpris par une nouvelle information. Ça, sur le strict plan de la communication de crise, c'est évidemment très négatif. Emmanuel Macron devra répondre parce que l'opposition, parce que l'opinion va l'interpeller à la fois sur l'affaire Benalla, mais aussi, comme Virginie Leguet le disait, sur le fait qu'il n'y a pas eu de décision prise pendant 2 mois ou que, à minima, pour certains, la sanction n'a pas été proportionnée. Donc oui, il va devoir le faire, d'autant plus que, vous savez, on utilise souvent cette expression, et je crois qu'elle est très juste, qui est, quand on parle du président de la République en France, c'est le syndrome « appelez-moi le directeur ». On considère toujours que le président de la République est responsable, il l'est encore plus, s'agissant d'un de ses collaborateurs dans un domaine qui concerne en plus l'activité régalienne, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le cœur du pouvoir du président. Thierry Arnaud, on se rappelle que pendant la campagne, Emmanuel Macron misait beaucoup sur l'exemplarité. C'était très important dans sa campagne et là, on est totalement en contradiction avec cette volonté-là. Oui, c'est pour ça que cette affaire est aussi grave pour lui. Elle peut potentiellement provoquer des dégâts très importants, très durables sur son image, sur sa perception auprès des Français, parce que l'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était, de ce point de vue, d'être un président différent, de passer à autre chose. On ne verrait plus les scandales qu'on a pu connaître sous ses prédécesseurs et qui avaient entaché et évidemment handicapé assez considérablement leur capacité à diriger. Et il est clair que le fait que cela concerne un collaborateur parmi les plus proches du président de la République, le fait que les interrogations les plus graves
porte sur des décisions prises à l'Élysée dans cette gestion de la crise, pas par n'importe qui, mais par le directeur de cabinet du président de la République. Le sentiment que ce proche collaborateur ait pu bénéficier d'une forme d'impunité alors qu'il avait commis des actes très graves, se faire passer pour un officier de police pour taper sur des gens dans une manifestation, précisément que son collègue, lui, n'a pas pu retravailler avec l'Élysée. Précisément ce deux poids deux mesures qui dit aux Français, si vous avez dans la poche une carte qui dit que vous êtes de la présidence de la République, vous avez des droits que les autres n'ont pas. C'est évidemment inadmissible. Et c'est là où je rejoins Bernard pour dire que même si très clairement à l'Élysée on nous dit aujourd'hui qu'il n'en est pas question, évidemment, le président de la République devra parler, il doit, sur ces sujets, peut-être une fois que l'enquête sera parvenue à son terme et qu'on aura pu établir les faits dans le détail, il doit des explications aux Français. On va maintenant aller à l'Assemblée nationale où la journée a été très mouvementée, beaucoup de tensions. Guillaume Bernard, vous êtes sur place pour BFM TV. Les députés de l'opposition accusent Gérard Collomb d'avoir menti sur l'affaire Benalla et ils lui demandent de rendre des comptes. Et c'est effectivement une demande de la part de l'opposition, alors que le débat à l'Assemblée aujourd'hui devait porter sur la réforme de la Constitution. Eh bien, l'opposition a pris la parole de façon répétée pour demander la venue de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ainsi que celle d'Édouard Philippe, le Premier ministre, alors que la majorité tenait absolument à reprendre le débat sur la réforme de la Constitution. Une guerre d'usure donc, mais pour le moment, eh bien, la séance est suspendue. La commission d'enquête parlementaire va débuter dès 20h. Ici, elle devra déterminer le calendrier de l'enquête ainsi que les personnes à auditionner. D'ailleurs, l'un des débats portait également sur ces auditions. Seront-elles rendues publiques ou devront-elles se dérouler à huis clos? En tout cas, c'est un bras de fer qui se déroule ici dans l'hémicycle, un bras de fer qui devrait encore durer tout le week-end. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Hugo Bernalicis, est-ce que pour vous, la responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée dans cette affaire ? Oui, la responsabilité du ministre de l'Intérieur est clairement engagée. C'est pour ça que nous l'entendrons, je l'espère, dans la commission des lois qui se transforme en commission d'enquête pour l'occasion, en commission d'enquête parlementaire. Oui, parce que ses propos sont au moins contradictoires, si ce n'est mensonger. Quand il dit « je vais saisir l'IGPN sur le sujet », il faut savoir qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que l'IGPN s'était déjà saisi de l'affaire tout de suite après que les images aient circulé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le 2 mai. On parle du 2 mai, et que l'IGPN a classé sans suite, jugeant qu'il n'y avait pas de sujet et pas d'affaire. C'est pas possible que l'IGPN ait regardé cette vidéo et qu'il se soit dit il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'affaire, puisqu'ils ont évidemment pas pu identifier comme étant un policier à la fois Alexandre Benalla, mais aussi son collègue Vincent Crase, qui, je le rappelle, lui, ne travaille plus avec l'Élysée et a eu des sanctions finalement plus lourdes que M. Benalla. Il y a déjà là un deux poids, deux mesures. Mais encore une fois, je pense que Gérard Collomb a été purement et simplement exécutant, mais au courant de l'affaire. Mais clairement exécutant, et que la décision, tout ça, tourne autour d'Emmanuel Macron et de la présidence de la République. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure dans l'hémicycle que le président de la République puisse être entendu par cette commission d'enquête. Aujourd'hui, on m'y oppose la Constitution en disant que le président n'est pas responsable, dont acte, il n'est pas responsable devant une autorité judiciaire ou devant une autorité administrative, mais l'Assemblée, ce n'est ni l'un ni l'autre. Rien ne l'empêche d'accepter de venir et de répondre à nos questions. Que l'opposition attaque Gérard Collomb, ça crée du désordre, ça ajoute à la pression, donc elle est quelque part dans son rôle. Mais imaginons, ce qui ne sera évidemment pas le cas, que Emmanuel Macron cède à la pression et demain congédie Gérard Collomb pour nommer un autre ministre de l'Intérieur à sa place. Ça ne résout en rien son problème. La question de fond, encore une fois, elle ne se pose pas au ministère de l'Intérieur, elle se pose à l'Élysée. Et elle se pose à l'Élysée le 2 mai. La question fondamentale dont tout le reste déroule, c'est pourquoi, alors qu'il prend connaissance des faits le 2 mai, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron décide que certes c'est en quelque sorte une grosse boulette qu'a commise Alexandre Benalla, mais que ça ne constitue pas un délit et que par conséquent, ce qu'on continue d'ailleurs de dire à l'Élysée aujourd'hui, la sanction qu'il applique est juste et proportionnée et parce que ce n'est pas un délit, il n'est pas nécessaire de saisir la justice. Comment peut-il en arriver à cette conclusion? Et est-ce que cette conclusion n'est pas, de la part du directeur de cabinet de l'Élysée, une faute grave? Et au-delà, dans quelle mesure le président de la République est-il ou non informé au fur et à mesure de ses prises de décision? Que savait-il? Quand le savait-il? Oui. C'est ce qu'a déclaré le Bruno Roger-Petit, d'ailleurs, c'est pas une invention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rentrer dans le détail des choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu les vidéos, par exemple? On sait qu'il a vu les vidéos, mais pour reprendre les choses factuellement. Donc, le directeur de cabinet
prend connaissance du sujet. Il s'entretient avec Alexandre Benalla qui lui confirme qu'il est bien l'homme sur ce clip vidéo. Une fois qu'il sait ça, il contacte Emmanuel Macron, qui est à l'époque en voyage officiel en Australie. Le président de la République prend connaissance de ces événements et demande à son directeur de cabinet de sanctionner Alexandre Benalla. À partir de ce moment-là, est-ce que la sanction précise a été approuvée par le président de la République? On sait qu'il a vu la vidéo, mais on ne sait pas très bien quand. L'Élysée ne veut pas nous le dire. Est-ce qu'il a vu la vidéo avant la sanction ou après? Qu'en a-t-il pensé? Est-ce qu'il s'est rendu compte au moment où il voit la vidéo que la sanction peut être insuffisante, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et qui sont très importantes. Virginie Huguet. J'ajouterais même que cette sanction légère qui a été présentée hier par Bruno Roger-Petit comme des plus sévères qui ait jamais été prise. En fait, elle est légère, n'a même pas été appliquée dans les faits, puisqu'il était censé se cantonner à des tâches administratives et qu'on l'a vu là dans des événements officiels jusqu'à très récemment. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien sûr celle de l'indulgence de l'Élysée vis-à-vis d'un collaborateur et d'un très proche collaborateur dont le comportement est ouvertement, objectivement inqualifiable et dénonçable. Donc non seulement l'indulgence, mais que cache cette indulgence? Quels sont les réels rapports entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla, qui, je le rappelle, ne fait pas partie du service officiel de sécurité des personnalités comme tous les présidents de la République? Est-ce que globalement, on n'est pas face à un président qui s'entoure d'un cercle de fidèles qui viennent du moment de la campagne et qui sont un peu montés avec lui à l'Élysée? Mais d'autres tâches, pas ces tâches-là. Quand il y a des débordements dans les comportements de ce commando, ces débordements doivent être sanctionnés, ou alors on ne promet pas une République exemplaire. Cette image-là a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quoi qu'il se passe par la suite. On va écouter à ce propos, Bernard. Bernard. Parce que les faits sont établis de façon irréfutable. Bernard Sananès. Oui, il y a 3 impacts possibles. Évidemment, d'abord, cela anéantit tout espoir de profiter d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé avec la victoire de la Coupe du Monde. Premier point. Deuxième point, ça obère pour plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même pour la rentrée, l'effet d'autres actions de communication gouvernementale ou d'autres annonces. C'est vrai que tant qu'il n'y aura pas la réponse, tant qu'il n'y aura pas la commission d'enquête, tant qu'il n'y aura pas de déclaration d'Emmanuel Macron, les médias, l'opinion va être concentrée sur cette affaire. Et troisièmement, ça peut résonner également sur des critiques que l'on voyait poindre depuis 3-4 mois dans l'opinion, pas seulement sur la politique du président de la République, mais aussi sur son image et sur il gouverne seul. Et c'est vrai que ces propos-là, ce que vous venez d'évoquer, peut évidemment trouver une nouvelle résonance, évidemment, à laquelle l'opposition va évidemment pouvoir s'accrocher. Et c'est pour l'opposition un point très important, parce que c'est aussi une des premières, c'est sans doute la crise la plus forte depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Hugo Bernalicis. Oui, je veux dire à ce moment de la discussion qu'il y a quand même un effet dévastateur au-delà de ça pour le respect de l'ordre en général et de l'ordre républicain. Que se disent les Français aujourd'hui? Moi, j'ai dû faire un aller-retour hier en circonscription. Je suis allé dans une supérette faire une petite course et la caissière m'a parlé de l'affaire, parce que c'est des trucs dont on parle partout dans le pays quand même. Elle vous a dit quoi? Elle m'a dit non mais vous vous rendez compte, ça veut dire que demain là je peux aller dans la rue et puis je vais casser la gueule à quelqu'un et je vais avoir à peu près 15 jours de mise à pied. Non mais je fais non mais madame, faut pas faire ça. Si tout le monde se met à faire ça, c'est plus possible. Et donc c'est bien le consentement à l'ordre. Et c'est Emmanuel Macron qui le disait lui-même sur l'émission Quotidien chez Yann Barthès avec 2 jeunes. Il a fait une petite émission comme ça sur les violences policières et justement le rapport de la police à sa population et qui leur a expliqué qu'effectivement il faut une république exemplaire au sommet pour que tout le monde puisse consentir à l'autorité en dessous, parce que sinon tout le monde se dit mais à quoi bon, de toute façon quand on voit le président il fait ce qu'il veut, les hommes qui sont autour de lui font ce qu'ils veulent, donc moi aussi je vais faire ce que je veux. Donc c'est un vrai coup dur qui est donné pour tous les policiers et tous les gendarmes qui aujourd'hui font leur métier dans un cadre républicain, dans le cadre déontologique. Je dis pas que c'est toujours le cas, il y a eu des violences policières, on les dénonce, vous le savez, mais en tout cas pour tous ceux qui veulent faire leur métier tranquillement, aujourd'hui ils en pâtissent aussi à cause de tout ça. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des conséquences qui soient données à ces actes qui sont intolérables. Je voudrais vous entendre également sur Édouard Philippe, qui était sur le Tour de France aujourd'hui et qui s'est exprimé sur cette affaire Benalla. Les faits qui se sont déroulés le 1er mai en marge de la manifestation violente à laquelle nous avons assisté ont donné lieu, de la part d'un chargé de mission à l'Élysée, d'un comportement inacceptable. Des faits nouveaux apparus hier ont conduit l'Élysée à engager la procédure de licenciement de ce chargé de mission. Il appartiendra donc aux commissions parlementaires, à la justice, à l'IGPN, d'apporter les réponses
aux questions que se posent les Français. Ce seront des réponses claires, transparentes. Nous y veillerons. L'opposition réclamait que le Premier ministre s'exprime. Il dit, bah voilà, c'est fait. Je le fais sur le Tour de France. Ouais. Vous êtes satisfait? Mais non, absolument pas, parce que en plus c'est insultant. On le réclame depuis ce matin et en fait il nous répond depuis le Tour de France par voie de presse. Et vous l'attendiez à l'Assemblée? Mais oui, et surtout qu'on a appris aussi par certains de vos collègues que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé d'aller sur le Tour de France précisément pour ne pas aller à l'Assemblée nationale. Enfin, on est en plein délire quand même. Bon, donc oui, ils doivent venir devant l'Assemblée nationale et plus ils tarderont à venir, plus la crise continuera et s'amplifiera. C'est clair. Et moi, tout ça est très, je sais pas comment dire, surréaliste. En réalité, il serait venu hier à l'Assemblée, ça aurait calmé le jeu. Il aurait pu raconter n'importe quoi. D'ailleurs, tout le monde s'en fichait, mais ça aurait au moins fait baisser la tension et fait penser la pression. Et on aurait pu tous se reporter sur la commission d'enquête. Je suis pas sûr qu'il aurait été accueilli avec beaucoup de calme. Non, mais bien sûr. Ses propos aient été salués par une sorte de sérénité. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, quand il y a des moments de tension sur n'importe quel piquet de grève, vous avez à un moment donné quelqu'un de la direction qui vient, qui s'exprime, qui calme un peu le jeu, alors il se fait chahuter, etc. Mais au moins ça fait baisser un peu la tension. Mais pour vous dire, qu'est-ce qui vous aurait satisfait? Peu importe, qu'ils disent que la République, ça lui tient à cœur, que l'ordre républicain, ça lui tient à cœur, qu'il veut faire toute la lumière, que tous les ministres défileront, tous ceux qu'on voudra entendre, que tous les services des administrations... Et s'il avait dit ça, vous auriez allé devant les caméras et les micros pour dire c'est de l'enfumage, le gouvernement ne nous répond pas. Oui, mais sans doute, mais on aurait été coincés. Non, mais on aurait été un peu plus coincés. Là, pour nous, excusez-moi, mais on déroule, là. Et c'est un problème pour la République, c'est Emmanuel Macron qui a, si vous avez dit, je ne l'ai pas répondu, mais si, il a fait une seule réponse. Il a dit la République est inaltérable. Voilà, c'est ça. Ok, mais pas lui. Pas lui, pas son Premier ministre, pas son gouvernement et qui que ce soit d'autre. Peut-être la République, j'espère qu'elle est inaltérable, j'y crois dur comme fer. Mais à un moment donné, vous voyez, on se concentre sur l'affaire Benalla, mais on parle très peu de M. Kras. Et on parle très peu de M. Mirzeski. Monsieur Kras qui est également en garde à vue. Exactement. Voilà. Et Monsieur Mirzeski, lui, qui n'est nulle part, pas en garde à vue ou que ce soit, inquiété de personne, qui est le troisième homme, on va l'appeler comme ça, qui est en civil aussi sur les images. On le voit aux côtés de la jeune femme quand il essaye de la mettre à terre, etc. Et cet homme, on l'a vu où aussi? À nos côtés. Nous, le groupe La France Insoumise, au moment de l'hommage à Mireille Knoll, où la Ligue de défense juive, si vous vous rappelez, a voulu nous agresser. Mais Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, dit l'avoir formellement reconnu. Et oui, mais moi aussi, j'ai regardé les images, je dis, bah oui, mais c'est lui, en fait. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est visiblement, lui, policier, pour le coup, membre de la direction opérationnelle de la circulation, la DOPC, et il était là donc, pour visiblement surveiller M. Benalla. C'est un peu raté. S'il y a quelqu'un qui devait actionner l'article 40 du Code de procédure pénale, c'était sans doute plutôt lui. Et on le retrouve aux côtés de la France Insoumise lors de cet hommage. Il semble avoir des liens étroits, du coup, avec l'Élysée et la présidence de la République. C'est de coutume en République d'envoyer des gens de la présidence aux côtés des groupes d'opposition parlementaire dans des situations de crise. Enfin... où est-ce qu'on vit? Voilà, où est-ce qu'on vit dans n'importe quel autre pays? Le gouvernement serait tombé depuis longtemps. Le temps est parti. C'est écoulé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV.